Oui, alors par rapport justement un peu les discussions que j'ai eues avec Alberto, ce chaman avec lequel j'ai beaucoup discuté, je me suis rendu compte que les Yaguas, d'une certaine manière, ne se conformaient pas à l'image assez classique dans le système animique, d'animisme ou de perspective de la relation homme-animal. Bien sûr, la relation homme-animal est très importante, il ne faut pas la nier. Mais je pense que la relation avec le végétal me semble plus importante, puisque, d'une manière un peu générique, les animaux sont perçus, vus, même le jaguar, hein, sont plutôt vus comme le cheptel, enfin, les domestiques d'entités végétales, et notamment de ces végétaux puissants. Hein. Il y a les femmes puissantes, mais il y a aussi les végétaux puissants, que sont les hallucinogènes, les poisons, tout ce qui a de l'amertume, tout ce qui peut tuer ou ce qui peut guérir, ce qui fait connaître, ce qui provoque des visions au sens large du terme, etc., sont bien évidemment liés à ces végétaux, qui sont aussi des personnes, qui sont aussi bien évidemment des entités vivantes. Et je pense que dans la chasse même, il est très important de contacter les esprits maîtres des animaux qui sont aussi subordonnés, ensemble d'une certaine manière, à des esprits végétaux. Et ça, c'est quelque chose sur lequel l'amazonisme, enfin tropical, a peut-être, disons, un peu minoré par rapport, bien évidemment, à la relation qui pour nous est très importante. Hein, le nombre de livres aujourd'hui sur la chasse, etc., est assez impressionnant. La relation homme-animal, par le fait, bien sûr, que morphologiquement, il y a plus que... Mais pour les jaguars, les plantes se déplacent à une vitesse de l'éclair, plus que le jaguar, sont dotées d'attributs fantastiques, sont couvertes de ces fléchettes, là, ces dards, qui sont les habits, en fait, des esprits, n'est-ce pas, qui sont les fléchettes des sarbacanes, hein, que les jaguars confectionnent. Et en somme utilisent dans la chasse et dans le chamanisme, en fait, le corps des chamans est protégé. Il n'y a pas que le corps des chamans d'ailleurs, les communautés sont symboliquement protégées par ces mêmes cuirasses, en fait, ces boucliers faits avec des dards, n'est-ce pas, et qui sont bien issus d'entités végétales et qui servent non seulement pour chasser le gibier, mais également pour guérir les maladies ou au contraire pour tuer, pour provoquer des maladies, hein, n'est-ce pas? Et les techniques de guérison, là je fais une aparté, dans le chamanisme, consistent à des suctions, pour une bonne part, pas toujours, pour une bonne part, à des suctions qui consistent à extraire justement ces dards, ces fléchettes invisibles, dans le corps des malades, c'est ce qui provoque les maladies, et à soit les détruire, une fois qu'ils les extraient, ils les montent par une bave, parce que la partie visuelle, c'est-à-dire la preuve qu'ils ont bien extrait la maladie pour le malade, est très important, qu'ils arrivent à extraire une salive, une bave, qui durcit plus ou moins au contact de l'air et qui prend l'apparence du végétal. Ça, c'est la magie du chamanisme, c'est assez fabuleux. Et la première fois que j'ai vu ça, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas s'approcher trop près, parce que ces fléchettes sont douées de capacités d'attraction très importantes, comme l'éclair, comme des aimants.
elles peuvent attirer, et donc vous, en quelque sorte, rentrer chez vous, vous rendre malade. Donc il faut toujours une certaine distance, prudente, entre le moment où le chaman qui a sucé la partie douloureuse, la partie malade du patient, et va lui montrer la fléchette, il y a deux possibilités. Soit il la détruit, trois possibilités. Soit il la détruit en la jetant sur le sol, soit il la retourne à celui qui l'a envoyé, puisque ces fléchettes ne viennent pas comme ça, ne tombent pas du ciel. Elles sont effectivement l'intentionnalité d'un malveillant, d'un autre chaman, d'une entité qui vous veut du mal. Donc il la retourne à l'envoyeur, si je puis dire, avec une force telle que l'envoyeur puisse d'ailleurs lui-même en être malade, même s'il était à l'origine. Parce que c'est un rapport de force enfin, entre chamans. Tu ne peux pas guérir si tu n'es pas plus puissant que celui qui a envoyé la fléchette. Et la troisième façon, c'est que lui-même l'avale, et par le tube digestif, comme sur la sarbacane, et la met dans son estomac qui correspond au carquois, c'est-à-dire où l'on met ces fléchettes qui rentrent, enfin le truc est là. Sur le carquois. Donc le corps du chaman, finalement, c'est une sarbacane qui est pleine de maladies, mais aussi de pouvoirs qu'il peut, durant sa pratique, vomir, souffler, faire remonter le long du tube digestif. Avant, il a toute une technique d'apprentissage chamanique qui consiste à lubrifier, à mettre une sorte de bave le long du tube digestif pour que ces flèches ne piquent pas, elles sortent vraiment très... Alors soit c'est par le bras, qui est une sorte de lance de rampe de lancement, soit par la bouche avec des souffles d'haleine et des chants, et qui peuvent effectivement atteindre des distances comme un exocète, puisqu'aujourd'hui, ils font des comparaisons entre, ça c'est les changements, le chamanisme et le chamanisme comme changement, c'est-à-dire que lui-même, il est le sujet du changement, si je puis dire, il n'est pas subi du changement, il fait subir le changement, il produit le changement est subi par le chaman, donc qui maintenant, dans son arsenal, il a des bombardiers, des exocètes, tout l'arsenal, disons, ultramoderne, qui, évidemment, permet de contrer, justement, ces fléchettes sous la forme d'exocètes venues parce que tu ne peux guérir une maladie, c'est très important, que si tu possèdes dans ton organisme la même, c'est-à-dire si tu es immunisé. Le principe comme un virus, c'est pour ça que j'ai écrit cet article, des fléchettes au virus. C'est le même principe, c'est-à-dire que plus un chaman a de fléchettes, différentes dans son corps, qui sont des maladies, il y en a qui sont longues, qui sont tordues, qui sont avec des dents, etc., plus il est puissant, puisque plus il pourra guérir de maladies, et plus il pourra aussi envoyer des maladies que d'autres ne connaissent pas, et donc les terrasser, c'est-à-dire enlever de l'énergie chez l'autre, et pour soigner, guérir, rétablir de l'énergie chez ses patients à lui. Donc la maladie est aussi nécessaire, en somme, à la circulation de ces énergies entre individus à travers ces fléchettes. Ces fléchettes-là, ce n'est pas seulement des bouts de bois, c'est aussi des entités vivantes. C'est-à-dire qu'on les nourrit à l'intérieur du corps, le chaman. Pourquoi il avale de la fumée de tabac ou il prend du jus de tabac? Le tabac, c'est la nourriture des non-humains. Donc, il peut aussi, avec son sang, il peut aussi nourrir ces flèches avec son sang. Donc, une sorte de corps féminisé, en quelque sorte, de faire naître, d'alimenter, de faire naître de nouvelles sortes de... Ils disent même qu'au début, dans l'initiation, le chaman initiateur vomit dans sa bouche une première flèche qui descend et qui fleurit comme un végétal dans son corps. La métaphore végétale est utilisée justement pour montrer comment, peu à peu, les connaissants, le savoir, les fléchettes, ce n'est pas seulement un dard, c'est aussi des pouvoirs, c'est une capacité de... Alors, ils peuvent être guidés par des esprits. Par exemple, quand vous envoyez une fléchette loin, elle peut toucher son objectif, mais l'idée, c'est l'idée des épidémies, c'est-à-dire qu'elle en touche plusieurs. Donc,
on met au-dessus, à quatre pattes sur la fléchette, là, il y a un esprit qui monte dessus et qui peut effectivement orienter, comme un missile Exocet, la fléchette sur plusieurs individus et donc provoquer une sorte d'épidémie. C'est-à-dire pas seulement faire un malade. Là, c'est dans des cas un peu extrêmes où il faut absolument frapper fort, si on peut dire, pour que la communauté voisine ou ennemie, etc., perde le goût de vous envoyer de nouvelles maladies. C'est le rapport de force. Hein. La maladie, c'est une relation, c'est pas un virus qui, bien évidemment, tombe du ciel et prend n'importe qui passe à côté. Non. Moi, souvent, je me balade en forêt avec les Yaguas. Il y a des moments où, mais c'est pas de la rigolade, hein, où ils me disent, mets-toi à terre, il y a une batterie de fléchettes, parce que ça fait un bruit spécifique, qui est en train d'arriver. On se planque tous, ça passe, on se relève, puis on part, tu vois, ça, aucun problème. Donc, chaque fléchette aussi, qui fait partie du corps du chaman, est liée par un fil invisible, qui permet à tout moment au détenteur de la rattraper. Pourquoi ? Parce qu'elle peut toujours être récupérée par un chaman ennemi qui coupe la corde. Cette corde invisible, qui pour les chamans est très visible, bien évidemment. Donc, c'est très intéressant parce que c'est un peu la relation qu'ils ont faite quand les premiers blocs opératoires sont arrivés dans les hôpitaux. Quand on mettait les quoi on appelle ça, les seringues, les intraveineuses, tout ça, etc. Et c'est un peu avec les fils qui pendent, etc. Et sur l'écran, c'est exactement ça. Il me dit, c'est ça, exactement ça, ce qui se passe. Donc, il est très important que le chaman qui domine ces maladies, ses propres maladies, hein, la notion de corps sain, en fait, qui est maladie, mais ces maladies sont contrôlées, en somme. Chaque fois qu'elles sont expertorées, qu'elles sont extériorisées, elles sont liées à ce chaman, mais elles sont toujours sujettes d'être captées par un chaman plus puissant. Donc c'est très compliqué. Il faut bien que tu fasses attention quand tu soignes, qui a envoyé, qui tu as vu qui a envoyé, et si c'est un chaman plus puissant, alors tu demandes à un collègue à toi, ou vous mettez à 2 ou à 3, des fois il y a 3 chamans qui se mettent ensemble, pour effectivement essayer de contrer l'autre. Donc cette histoire de fléchettes est très importante parce que, en fait, c'est les mêmes fléchettes d'une certaine manière qui servent à tuer le gibier, c'est-à-dire à tuer le gibier, et aussi en fait à envoyer des maladies qui peuvent être létales en fait à des humains. C'est intéressant aussi parce qu'à la Sarbacane, les fléchettes, quand vous soufflez à la Sarbacane, vous avez un animal sauvage, enfin que nous on appelle sauvage, c'est le cheptel d'un esprit, et une fois qu'il est touché, c'est-à-dire que la flèche a fait la partie de l'âme de la Sarbacane, à l'autre bout, c'est un animal que vous allez manger, c'est-à-dire qui n'est plus bien évident. Donc dans le corps de la Sarbacane, il s'est passé une transformation fondamentale entre un animal sauvage, donc par définition, en un animal que l'on peut manger. C'est un peu la même chose là, c'est-à-dire qu'entre le moment où il envoie et le moment où la flèche atteint sa cible, ça peut être aussi une forme de manger l'autre, dans le sens où on diminue ses capacités énergétiques pour augmenter les siennes. C'est une sorte de cannibalisme cosmologique, enfin je ne sais plus trop comment. Il y a des choses très intéressantes chez les Yaguas. C'était aussi des preneurs de dents humaines. Ils faisaient des colliers avec les dents humaines, c'est-à-dire quand ils tuent un ennemi, ce qui était très important sur la catégorie de grands guerriers, qui sont les seuls qui ont des récits spécifiques qui s'adressent à eux, qui ne sont pas mythiques, mais qui sont des récits biographiques de grands guerriers. Ils prenaient les dents, effectivement, des gens qui... Enfin, ils prenaient la tête d'abord, après ils prenaient les dents. Ils prenaient 2 molaires et 2 incisives. Ça, c'est la norme, mais ils peuvent en prendre plus, c'est ce qu'ils me disent. Et en fait, ils faisaient des colliers en pectoral et en dorsal. Ce qui veut dire que le pouvoir du grand guerrier, il passe sa vie entre les mâchoires de ses ennemis, c'est-à-dire entre les dorsales et Et chaque fois qu'il se lève, les dents bougent, c'est-à-dire les morts parlent chaque fois
L'importance de l'autre, l'importance de l'ennemi, l'ennemi, bon, Hiro de Castro, l'ennemi indispensable, qui sert justement. Et avec ses colliers, alors ailleurs c'est autre chose, hein, c'est les mâchoires, il faisait aussi des flûtes avec les humérus, enfin, etc. Et les dents étaient conservées, les colliers de dents humaines, aujourd'hui c'est les dents de jaguar, etc., parce qu'ils font plus ce type de guerre, si je peux dire, et étaient parmi les seules choses qui étaient transmises de génération à génération. Et les femmes portaient aussi des ceintures des dents qui restaient, qui avaient le pouvoir de faire pousser le manioc, mais aussi de faire pousser, d'avoir une descendance nombreuse. Donc on voit comment l'ennemi et la force vitale dans les dents, qui sont à la fois ce qui est intérieur et extérieur au corps, et qui condense finalement du pouvoir guerrier, était capté pour assurer sa propre descendance et l'abondance des jardins. Donc toute l'importance de ces colliers qui étaient gardés. Malheureusement, les seules choses que j'ai récupérées, c'est des colliers de dents de jaguar. Parce que, évidemment, il était impensable de donner à quelqu'un ces colliers de dents humaines. C'est comme si tu leur prenais leur âme, si tu veux, d'une certaine manière. Donc il y avait tout ce côté qui est encore très présent dans la génération un peu ancienne. Dans la nouvelle génération, c'est des choses qui, je pense, les intéressent pas forcément beaucoup. La notion, évidemment, d'homicide est pénalisée aujourd'hui. C'est une notion qui, évidemment, construire toute ta réputation de grand guerrier sur... bon, on fait ça avec les généraux ici, hein, sur le fait du nombre d'homicides que tu fais. Aujourd'hui, bon, c'est une philosophie, disons, qui peut-être a du mal à passer. Disons, dans le cadre, c'est comme pour les têtes, comme à propos d'ailleurs, qu'on appelle réduite. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup probablement de givarots, disons, qui mettent en doute qu'ils ont fait ça, quoi. Et que, voilà, aujourd'hui, c'est des sujets qui sont très importants dans la partie finale un peu de cet entretien sur justement ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, hein, sur l'anthropologie. Donc ça, c'était un point, effectivement, sur un peu l'accent sur la relation homme-végétal dans ces... À l'époque où Godelier faisait ses cours à la rue de Tournon, là, il faisait un cours avec Jacques Barrault, qui était un agronome et qui a beaucoup travaillé en Nouvelle-Calédonie, et beaucoup, bien sûr, sur l'igname, tout ça, sur ce qu'il appelait les sociétés végétalistes, si je peux dire, pas végétariennes, hein, végétalistes. Et je pense que les Yaguas pourraient assez bien cadrer avec ce qu'il voyait, lui, du côté qu'ce qu'Audricourt aussi avait dit sur les clones et les clans, etc. Je pense qu'il pourrait assez bien. Mais j'ai été frappé quand même sur l'importance de cette relation avec le végétal par rapport à l'animal, même si l'animal, bien sûr, est quelque chose aussi bien sûr, de très important. Mais voilà, c'était un point un peu minoré, disons, dans l'anthropologie amazoniste. Alors, un point qui m'a paru aussi très important, bon, il y a eu la relation au Yaguas, on a beaucoup, bien sûr, participé avec le ministère à des choses sur la démarcation des terres, etc. Mais il y a une chose que je tiens beaucoup, c'est par rapport au pays dans lequel on travaille. Et je pense qu'il est très important d'enseigner, de publier, de former les gens dans le pays où vous travaillez, pas seulement ici en France ou enfin ailleurs. Et donc j'ai consacré une bonne partie de mon temps et de mes séjours de recherche dans la publication sur place, c'est-à-dire en espagnol et au Pérou, rentrer un peu dans les discussions des gens sur la façon dont ils pratiquent, dont ils font de l'anthropologie, qui est une anthropologie très activiste, hein, ce qui est
très engagés. Hein. Donc ça, c'était très important de ne pas dissocier, disons, les deux aspects, à la fois la recherche, disons, académique, et puis d'un côté, bon, je fais un petit peu de soutien aux populations. Voilà, je pense que c'était très important de jouer sur ces deux choses. Et donc, j'ai passé pas mal de temps, et j'en suis ravi d'ailleurs, dans la formation de jeunes Péruviens qui malheureusement pas tous restent au Pérou, malheureusement pour des questions d'emploi, pour des questions de travail. Beaucoup partent aux États-Unis, etc. Mais bon, c'est pas comme au Brésil où il y a un vivier, justement, il y a une force en soi, une force il y a des ministres anthropologues, tout ça, etc. Bon, c'est tout à fait différent. Et là, l'anthropologie au Pérou est vue surtout comme supplétif à l'extractivisme. C'est-à-dire que, voilà, vous allez nous aider à résoudre les problèmes avec les communautés. Nous sommes des exploitations minières, pétrolières, les intérêts du pays. Ça. Donc, une bonne partie, je ne dis pas tout évidemment, attention, il faut faire très attention, mais une partie de la jeune génération s'est trouvée soit aller à l'étranger, soit rester. Là, parce que l'anthropologie a beaucoup attiré, bon maintenant il y a des jeunes indigènes, j'en parlerai à la fin, mais souvent travaillé de façon un peu instrumentale, disons, avec des compagnies sans trop... Alors bien sûr, l'argument était... il vaut mieux que ce soit des anthropologues que si c'était des... Mais enfin, c'est un peu court comme... quand on sait que les données qu'ils remettaient étaient confidentielles pour les entreprises qui les payaient, évidemment, et qui pouvaient modifier les données. Par exemple, vous disiez, il y a 800 personnes, ben, ils enlèvent à zéro, ça fait 80. Donc ça n'a pas le même poids, ils sont 80, on peut mettre un coup voilà, ce genre de truc. Donc il fallait faire très, très attention. Donc ça, je pense que ça a été quand même... Et donc là, j'ai publié beaucoup de choses, la plupart de mes publications, c'est au Pérou. Alors voilà, ça me semble être un point... très important. Alors, j'ai eu la chance, évidemment, de pouvoir le faire aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont, comme toi, je crois, Frédéric, qui sont enseignants et qui peuvent avoir une année sabbatique de temps en temps. Nous, on a la chance, ici en France, et j'espère qu'on l'aura encore pendant un certain temps, de pouvoir disposer de plus de temps pour faire de la recherche de terrain. Parce que le terrain, bon, pour moi, c'est fondamental. L'ethnologie, l'ethnographie, l'ethnologie, c'est à partir d'expériences de terrain. Elle peut être d'ailleurs multiple et variée. Il n'y a pas que des terrains exotiques, il y a des terrains... mais cette expérience, ce vécu-là, je pense qu'il est tout à fait central. Et donc, on a cette possibilité d'avoir des détachements. Alors, pour l'université, c'est beaucoup plus difficile. Ça existe aussi, bien sûr. Des détachements, et j'ai été détaché plusieurs années au Pérou, donc dans le cadre, le CNRS m'a affecté à l'Institut français d'études andines, qui est un centre de recherche du ministère des Affaires étrangères, mais où il y a aussi le CNRS, l'IRD, etc., et qui a une infrastructure, et qui donc facilite beaucoup les possibilité de faire du terrain, puisqu'on est sur place. Et donc là, entre l'enseignement des jeunes et... alors, on a fait aussi des séjours avec des étudiants d'ailleurs de plus en plus dans la formation où j'étais, qui étaient autochtones, donc des jeunes autochtones qui faisaient de l'anthropologie. C'est intéressant, ça. C'est pas de l'anthropologie pour être anthropologue. C'était souvent des gens qui prenaient la carrière d'entrepreneur, c'est-à-dire de créer des petites entreprises. Mais ils pensaient que l'anthropologie pouvait les aider, étant eux-mêmes, bien sûr, autochtones, mais ayant une certaine distance par rapport à leur communauté d'origine, puisqu'ils ont fait des études, et ils étaient à l'université. Et donc, l'anthropologie est devenue, pas seulement au Pérou, mais dans beaucoup d'endroits, un élément d'une profession haute. C'est pas forcément des gens, quand ils suivent le cursus anthropologie,
en somme devenir anthropologue. C'est tout simplement qu'ils considèrent que l'anthropologie peut leur être utile, du bon côté comme du mauvais côté. Ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir si, on peut quand même savoir. Et donc, c'était une expérience aussi pour moi assez riche. Aussi de pouvoir voir comment travaillent les archéologues, par exemple, sur le terrain, au Pérou, qui est quand même le sanctuaire de l'archéologie pré-incaïque, etc. Et tout le littoral. Donc j'ai fait plusieurs voyages. Je suis allé dans des régions aussi, chez les Lamistas, tout ça, c'est très intéressant, parce que c'était le premier récit des Jésuites au XVIIIe. Les porteurs, tout ça, c'était tous des gens de cette région. Et j'ai fait plusieurs expéditions dans les montagnes de sel, là où ils vont chercher du sel, qui sont des marches très longues, et où ces types portaient des carreaux de sel de 50 kg, 60 kg pendant des jours, sur des rochers. C'est incroyable, des montées comme ça, des descentes. C'est impressionnant. Je veux dire, ils sont constitués de façon telle que je me rappelais les récits des premiers jésuites qui disaient, mais si on veut des rameurs ou si on veut des porteurs, ces gens-là, ils sont ils se- infatigables. Enfin. Et là, ils y allaient pour aller chercher des barreaux de sel, quoi, qu'ils utilisent après, qu'ils échangeaient, qu'ils utilisaient pour conserver la nourriture, en fait, etc. Utiliser comme sel, comme médecine aussi, etc. Donc c'était très important pour eux. Et ils partaient, ils faisaient plusieurs des fois, jours de mort. C'est impressionnant. En pleine forêt, vous avez des sortes de, de- d'excroissance comme ça, de montagnes, en fait, de sel, de couleur blanc-rouge. C'est assez impressionnant. Et j'avoue que ce genre de voyage, ça, faut... Alors, t'arrives là, t'es complètement crevé. Hein. Ça, c'est clair. Euh, bon, alors, un détachement à l'y faire, et puis je vais peut-être m'arrêter là pour continuer ensuite. M'a donc permis, c'est une structure qui est très importante au Pérou, accueille beaucoup de jeunes chercheurs, a des bourses aussi, et donc aide, et c'est quelque chose sur lequel on tient beaucoup. Alors j'ai été aussi, je me suis pas mal occupé de ce centre euh, pendant les années où j'étais là. Et ça fait partie aussi des bonnes années de ma vie. C'est pas des zones grises, là. C'est pas les bureaux d'études des ingénieurs matin. Là, c'était des zones plus colorées, oui, qui étaient tout à fait extraordinaires.